Relâchez-le et soumettez-vous, car Dieu est avec nous. Bonsoir, cher Monseigneur Emmanuel. Bonsoir, chers frères et sœurs, chers pères. Nous continuons aujourd'hui notre cycle de conférences dédié au Saint et Grand Concile panorthodoxe de Crète. Et le thème de notre réunion aujourd'hui, c'est la période préconciliaire. Euh, Nous avons grande joie et bénédiction d'accueillir parmi nous Monseigneur Emmanuel et professeur Stavros Yagozoglou qui vont présenter et développer le thème qui a été proposé. Donc, nous allons commencer notre conférence qui sera partagée en deux parties. La première partie sera présentée par Monseigneur Emmanuel qui est parmi nous. Je pense, Monseigneur Emmanuel n'a pas besoin d'être présenté. Nous vous connaissons très bien. Vous étiez notre métropolite de France pendant presque 20 ans. Mais pour les gens qui sont nouveaux dans ce cycle et qui découvrent, disons, cette initiative et qui sont peut-être des nouvelles personnes, je voudrais juste dire quelques mots. Monseigneur Emmanuel, après des études à l'Institut catholique de Paris, à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, ainsi qu'à la Sorbonne et aussi à l'Institut supérieur d'études œcuméniques, vous étiez ordonné diacre et prêtre en 1985. En 2003, vous étiez élu métropolite de France et en 2021, métropolite de Chalcédoine. Depuis 2003, il vous a été confié aussi la représentation du patriarcat œcuménique dans le dialogue théologique avec les églises orthodoxes orientales, mais aussi vous étiez représentant officiel de l'Église orthodoxe auprès de l'Union européenne. Vous avez pris responsabilité dans le dialogue académique bilatéral avec islam et judaïsme. Euh, Vous êtes docteur honoris causa de l'Université d'Athènes et ce titre vous a été octroyé pour votre contribution au dialogue interreligieux, interorthodoxe et entre chrétiens, à la lutte contre le fondamentalisme et le fanatisme religieux, à la consolidation de la paix mondiale, mais aussi au développement de la connaissance théologique. Vous étiez un des principaux moteurs de la période préparatoire du concile en Crète et vous étiez aussi membre actif lors du déroulement de ce concile. Monseigneur, on est très heureux de vous accueillir. À vous la parole. Merci beaucoup, cher père Alexis. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont, notamment, je suis reconnaissant à Monseigneur Dimitrios et au père Alexis Struve, au père Serge, et aussi à mon ami Constantin Zorbas de l'Académie orthodoxe de Crète, pour cette possibilité d'ouvrir donc cette période donc avec les conférences, notamment sur le Saint et Grand Concile et tous les aspects donc de ces conciles. Je regrette que la dernière fois je n'ai pas pu participer. Je ne vais pas prendre le temps qui est consacré au principal orateur de ce soir, de Stavros Yagozoglou. Donc, moi, je vais me limiter dans trois aspects, si vous voulez. Quelques mots sur la préparation du Saint et Grand Concile, connu Concile de Crète de 2016, et quelques souvenirs, expériences donc pendant le déroulement peut-être du Concile et le déroulement de la période préparatoire notamment,
et aussi m'ont demandé de parler de perspectives de l'avenir. Donc, je vais commencer par une introduction générale, si vous voulez, de cette période préconciliaire qui a commencé dans les années 60 avec une série de conférences panorthodoxes, notamment de 1961, deuxième 1963, troisième 1964 à Rhodes, et par la suite, à partir de juin 1968, au centre orthodoxe du patriarcat œcuménique à Chambézy, à Genève, où notamment à partir de 1968, nous avons eu donc le secrétariat du concile qui a suivi et qui a préparé notamment toute cette période avec les commissions interorthodoxes préparatoires qui ont suivi en 71, 86, 90 jusqu'au 2011. Et aussi, pourquoi on dit cela? Puisque nous parlons donc de la préparation des documents qui ont été par la suite donc transmis aux conférences panorthodoxes préconciliaires qui ont préparé le terrain pour arriver finalement à ces documents qui ont été finalement adoptés par la Synaxe de Prima en janvier 2016 et qui ont décidé, la Synaxe de Prima en janvier 2016, et qui ont décidé finalement de la réunion du Concile à l'Académie orthodoxe de Crète. Alors, pourquoi on est arrivé à cette décision? Au début, l'idée était de faire la réunion de ces conciles à l'ancienne église de Sainte-Irène, qui est juste à côté de Sainte-Sophie à Constantinople, un monument donc byzantin, n'a jamais été transformé en mosquée et qui donc a été choisi ou proposé par le patriarcat œcuménique pour comme lieu du concile. Malheureusement, il y avait à l'époque, je me souviens, des obstacles politiques, notamment il y avait des relations entre la Turquie et la Russie, et donc c'est pour cette raison qu'on a dû chercher un lieu. Donc un endroit qui était donc apparu comme le meilleur endroit qui pourrait accueillir ce concile était donc l'Académie. Alors, on a pris contact, évidemment, on devait modifier un peu aussi la salle. Costas se souvient de tout cela. Je crois que c'était une décision qui a été prise à l'unanimité à Genève en janvier 2016.
et nous avons commencé donc la préparation de la réunion. Donc, je ne parlerai pas de l'aspect de synodalité puisque cela va être abordé par Stavros tout à l'heure. Donc, je pense que je ne vais pas entrer dans cet aspect théologique du concile. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus, je vais aborder évidemment la question de 6 sujets thèmes qui ont été finalement choisis parmi les thèmes qui ont été dès le début proposés, qui étaient plus que presque 100 questions, et finalement on arrive à avoir 6. Donc c'était puisque vous savez que pendant toute la période préconciliaire, c'était proposé d'avoir donc le consensus. Donc, il fallait que tout le monde soit d'accord pour que tous les sujets qui ont été finalement proposés soient acceptés et mis à l'ordre du jour du Concile. Et les 6 sujets, c'était la mission de l'Église orthodoxe dans le monde contemporain, les relations de l'Église orthodoxe avec le reste du monde chrétien, donc les relations œcuméniques, si vous voulez. Troisièmement, l'importance du jeûne et son observance aujourd'hui, l'autonomie et la manière de la proclamer. Si une question qui nous intéresse, notamment ceux qui vivent dans la diaspora, c'est la question de la diaspora orthodoxe. Et 6e donc, question, c'était le sacrement du mariage et ses empêchements. Il y avait aussi la question au début, c'était aussi la question de l'autocéphalie qui n'a pas été, bien que nous avons travaillé beaucoup dans le déroulement de la période préconciliaire, cette question, finalement, on ne s'est pas mis d'accord sur la question de la signature et comme ça, on n'a pas pu donc aborder la question du contenu même de Tomos. Alors, cette question finalement n'a pas été abordée et n'a pas été mise à l'ordre du jour. Aussi, c'était également une autre question qui était notamment proposée par le patriarcat de Géorgie, moi je me souviens, qui était donc la question des diptyques, de l'ordre de préséance des églises. Et finalement, cette question n'a pas pu non plus avoir l'unanimité, donc on n'a pas pu l'ajouter à l'ordre du jour. Comme une autre question, je vous donne quelques exemples évidemment, c'était la question de la date du Pâques, donc, qui a fait l'objet quand même d'une étude aussi, et d'une réunion spéciale, mais malheureusement, il n'y avait pas donc l'unanimité et cela n'a pas pu donc être finalement comme une question et comme un document qui a été présenté à la fin
au sein Grand Concile. Donc, vous voyez que cette période préconciliaire a connu évidemment une longue période, presque dans des 50 ans, dans des demi-siècles, de travail intense, qui a été donc une période qui a connu aussi des troubles pendant la période difficile, notamment pour les églises qui étaient dans les pays de l'Est. Et donc, il faut reconnaître que pour ces églises, notamment, je crois que c'était une période assez difficile pour participer dans ce processus réconciliaire. Et je crois que c'était la raison pour laquelle il y avait une longue période de préparation. Ce que beaucoup se demandent, pourquoi ça a pris un demi-siècle, cette préparation. Mais certainement, si on voit les difficultés que l'Église orthodoxe a traversées, il faut reconnaître qu'il y a une période où ces contacts n'ont pas été très faciles. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de montrer que finalement, jusqu'à presque au mois de juin de 2016, les églises orthodoxes autocéphales ont pu travailler ensemble. Et ceci a été un bon exemple de collaboration fraternelle. Je me souviens que, comme on avait décidé de le faire, d'informer nos fidèles, puisque ce n'était pas la question uniquement de garder ces discussions comme des secrets parmi nous qui participions dans ce processus préconciliaire. En dehors des réunions qui ont été faites, et des réunions du secrétariat qui devait se réunir quelquefois pour décider sur les questions pratiques, moi j'étais, par exemple, au mois de mars 2016 à Moscou pour informer des évêques russes, mais je me souviens qu'il y avait presque une dizaine qui sont venus à Moscou pour écouter cette conférence sur ce travail préconciliaire. Je vous dis qu'un exemple, évidemment, il y avait beaucoup plus d'échanges, mais pour vous dire que finalement, il y avait une bonne entente malgré les difficultés qu'on avait pendant les réunions. Je crois que c'était nécessaire, ce travail, ce processus et cet échange. Il y avait tout d'abord l'acceptation de tous les textes quand les primats de l'Église orthodoxe qui se sont réunis au Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique en janvier 2016 ont accepté de procéder à la convocation du concile. Je crois qu'ils ont accepté aussi, et je me souviens qu'ils ont dit que finalement, ces documents qui devaient être présentés, c'est évidemment présenté devant le père du concile, mais ça serait déjà des documents acceptés et bien préparés. Donc, la question que après certaines églises ont dit que voilà, on n'acceptait pas le concile, on n'acceptait pas les documents puisqu'on doit les étudier. Je crois que cela n'a pas vraiment
sens du moment où ces textes ont été déjà acceptés pendant la période et ont été déjà travaillés, si vous voulez, par nos églises dans cette phase préparatoire. Ça n'aurait pas du sens, toute cette préparation, qui était une longue préparation pour le concile lui-même. Aussi, on avait la possibilité évidemment de travailler, de penser à l'avenir, de penser aussi que ces processus donc préconciliaires étaient une étape importante pour montrer que l'Église orthodoxe est une, et pas 14 ou 15 aujourd'hui. Je crois que ce qui m'a aussi marqué pendant cette période, c'était évidemment le bon contact qu'on avait pour ceux qui participaient à la préparation. Je crois que c'était nécessaire de se connaître et aussi d'échanger, de pouvoir aussi rendre visite aux églises et écouter aussi peut-être des objections qu'il y avait. Ce qui a été une période difficile, c'était malheureusement la question de la juridiction sur le Qatar. C'était une question qui divisait à l'époque les deux patriarcats d'Antioche et de Jérusalem, et qui a été donc la question pour laquelle le patriarcat d'Antioche n'a pas pu venir finalement à la réunion de Crète. Aussi, c'est que je me souviens du dernier moment de la préparation, c'était la décision du patriarcat de Bulgarie de ne pas venir, sans vraiment... moi, je n'étais pas persuadé qu'il y avait une question vraiment valable pour s'abstenir du concile. Mais par la suite, il y avait les deux autres églises, donc le patriarcat de Géorgie et le patriarcat de Moscou, qui ont décidé de ne pas venir en Crète. C'était, si vous voulez, cette décision a marqué un point noir sur la préparation du concile qui était tant entendu et qui a demandé beaucoup d'efforts de la part des uns et des autres. Je crois que ces décisions, je me souviens que lorsque on a commencé la préparation de la réunion pour le message, pour l'encyclique en Crète, j'ai reçu un coup d'appel du métropolite Hilarion de Volokolamsk à l'époque, qui m'avait dit de ne pas commencer la réunion. Je lui ai dit, mais comment est-il possible? Nous sommes déjà là, nous avons déjà commencé une semaine avant cette préparation qui était la préparation finale, avant le début des travaux. Et ce n'était pas possible d'annuler tout. C'est dommage que les 4 églises n'ont pas pu participer activement donc, à
ce processus où toutes les églises orthodoxes ont été engagées. Ce n'était pas une question uniquement du patriarcat œcuménique. C'était la synergie, le travail et la collaboration de tous. Donc, je crois que si on a, si on peut penser à quelques perspectives de l'avenir, qu'est-ce qu'on attend finalement, puisque le concile a été finalement une date importante, et un événement important pour l'orthodoxie tout entière. Qu'il y a des églises qui ont signé les documents ou non. Et quand on pose la question, même aujourd'hui à certaines églises, pourquoi vous n'avez pas signé encore le document? La réponse n'est pas très claire. La réponse est que oui, il n'y a pas de raison de ne pas le signer. Nous allons les étudier de nouveau le document. Je crois qu'il faut laisser un peu du temps encore, puisque ça demande d'être un peu du temps pour que cette question des documents qui sont des documents importants de notre foi, qui présentent aussi le contenu de notre théologie actuelle, puisque les questions qui sont là, des relations avec les autres églises, par exemple, qui sont nécessaires aujourd'hui plus que jamais. Aussi la mission de l'Église orthodoxe dans le monde d'aujourd'hui. Quel est le sens de cette Église dans le monde aujourd'hui? Et comment notre foi orthodoxe et notre parole orthodoxe peut avoir un sens aujourd'hui? Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de la diaspora orthodoxe, l'organisation, nous avons en France l'AEOF qui est un bon exemple puisque c'est là où est née justement cette idée de l'Assemblée des évêques orthodoxes, nous donne une base pour continuer à montrer que même dans la diaspora orthodoxe, dans les pays de la diaspora, on peut espérer d'avoir une seule voix en tant qu'orthodoxe. Et c'est tout à fait important de montrer que l'orthodoxie est vivante, et que l'orthodoxie a un avenir, aussi bien en Europe occidentale, en Amérique, en Australie, en Afrique et dans le monde entier. Voilà, je ne vais pas abuser de votre temps ni de prendre le temps qui est à Stavros pour parler de la conciliarité, mais je vous remercie encore une fois et j'espère qu'on aura aussi l'occasion de se revoir dans le cadre de ces conférences et de cet échange. Merci beaucoup à vous, cher Père Alexis, et aussi au vicariat pour cette belle initiative. Et merci aussi à l'Académie orthodoxe de Crète pour cette collaboration. Merci beaucoup, Monseigneur Emmanuel, pour votre intervention et votre partage. Et merci d'avoir souligné que le but de conciliarité, c'est témoigner l'unité de l'Église. Parce que conciliarité nous présente une marque vivante, justement, du principe de la catholicité de l'Église. Et catholicité, c'est pas une philosophie, c'est pas juste une doctrine. Catholicité, c'est mode de vie de l'Église. C'est la réalité de notre Église et notre confession de foi. Nous confessons lors de chaque liturgie que nous croyons à l'Église une sainte, catholique et apostolique. Et Monseigneur Jean Zizioulas souligne aussi, comme vous venez de
de mentionner que lorsque nous parlons de catholicité, lorsque nous parlons de conciliarité, il ne s'agit pas de l'unité géographique ou d'une sorte de congrégation des églises locales indépendantes, mais témoignage de l'unité de ces églises avec l'église eschatologique. Merci beaucoup encore fois et on va continuer dans ce chemin de la connaissance avec le principe de conciliarité aujourd'hui avec le professeur Stavros Yegizoglou. Cher professeur, soyez bienvenue. Vous avez fait vos études de la théologie dans plusieurs universités prestigieuses, à Athènes et en Suisse, notamment à l'Institut œcuménique de Bossé et l'Université de Fribourg. Vous êtes docteur en théologie systématique et professeur de la théologie dogmatique à l'Université d'Athènes. Vous avez notamment collaboré avec le ministère grec de l'Éducation, de la Recherche et des Affaires religieuses. Vous êtes l'auteur de nombreux articles, les plus récents portant sur la théologie trinitaire du père Boris Borhenskoy, sur le cardinal Yves Congar, ou encore sur le péché, la liberté et le libre arbitre, mais aussi vous êtes l'auteur du livre Crise de la synodalité, la tendance bureaucratique de l'ecclésiologie et le problème de la représentation et de la communion réelle dans l'Église aujourd'hui. Cher professeur, à vous la parole. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation d'être parmi vous ce soir dans un processus de discussion et surtout de la réception de ces conciles très importants de l'orthodoxie moderne, parce qu'il s'agit d'une expression de l'orthodoxie moderne, dont je remercie spécifiquement l'Académie orthodoxe de Crète, mon cher ami Costas, et vous, Père Alexis, de la part du vicariat de la métropole du patriarcat œcuménique en France. Donc, je vais vous présenter quelques propos sur la synodalité et ce que je vais dire sera pas seulement une analyse théologique, mais aussi une critique et une autocritique, si vous voulez, de ce que nous devons faire aujourd'hui avec notre tradition synodale. Donc, tout d'abord, je dois dire que la synodalité est une expression, est un fruit, un produit de l'unité de l'Église. Voilà, la synodalité existe à cause ou comme une expression de l'unité de l'Église. Et l'unité de l'Église n'est pas quelque chose de donné, et de donné en soi, quelque chose qui peut être imposé comme une réalité objective. Donc, elle est toujours le produit, le fruit, le résultat d'un processus de vie d'une communauté qui connaît et vit la vérité de l'Église, qui est une personne, Jésus-Christ, et cette communauté est une communauté eucharistique tout d'abord. Alors, c'est l'expression de la vie communautaire eucharistique de l'Église. Dans cet aspect communautaire et ecclésial très fort, toute opinion, toute place subjective ou individuelle s'unit avec ces rapports communautaires de l'Église. Alors, qui est celui qui peut exprimer cette unité? Dans notre tradition, c'est l'évêque. L'évêque, il est la tête de la communauté, il est la bouche de la communauté. Il n'est pas le chef autoritaire dans un système pyramidal, mais il est celui qui peut unifier son ministère et d'exprimer toujours et de montrer et de créer cet espace d'unité de la communauté, de sa communauté, de son église locale. Et alors, les conciles qui s'est produit
de l'expérience de l'Église ancienne en tant que communion des églises locales, alors c'est l'évêque qui représente cette unité et en tant que représentant de son église locale, il participe au synode. Donc, dans un synode, ce n'est pas la participation des individus, des évêques en tant qu'individus, mais en tant que représentants des communautés. Voilà. Ça, il faut le souligner, mais de l'autre côté, il faut faire de remarques critiques parce que parfois, on voit que nos évêques y participent au synode comme des individus isolés, comme des princes de l'Église. Où est la communauté? Elle est perdue, elle est cassée, elle ne se voit plus. Alors, le synode, ce n'est pas une institution qui est au-dessus de l'Église, mais c'est l'expression de l'Église. Et alors, c'est pour ça que dans notre tradition, il y avait un processus vers le synode, et après le synode, il y avait un processus de la réception, de la ré-réception de ce que le synode a formulé. Parce que ces formules, si vous voulez, et nous pensons maintenant les dogmes trinitaires ou christologiques, c'est un processus par de l'expérience ecclésiale. Il faut dire que pour faire le premier concile écuménique, ils ont ramassé toutes les formules qui étaient en usage pendant la tradition locale de l'Eucharistie pour travailler et formuler en unanimité une certaine conception de la foi en Dieu trinitaire. Donc, vous voyez que toutes les églises apportaient quelque chose. Et finalement, après, tous nous sommes appelés, et nous faisons ça exactement à ce moment-là, il y a le processus de la réception. Donc, nous sommes des communautés ouvertes qui discutent, qui pensent, qui essayent de comprendre, qui essayent de trouver le message, exprimer et réexprimer ce message dans la vie quotidienne, etc., etc. Donc, maintenant, nous sommes dans ce processus de penser que le synode est la voix unanime des églises locales. Ce n'est pas une église abstraite, mais l'orthodoxie, grâce à Dieu, notre tradition, malgré les problèmes et les grands problèmes, ce n'est pas une église pyramidale. Elle est constituée par des églises bien concrètes, des églises locales. Et donc, vous savez, vous avez entendu tous qu'il y a un canon, le fameux canon apostolique 34, qui montre que la fonction du synode est quelque chose qui se réfère à Dieu en tant que communion. Dieu, notre Dieu, en trois personnes, et la pleine et ultime communion. Et ça, c'est la base de notre communion, parce que le synode, c'est la communion aussi avec Dieu. Donc, le premier doit être toujours en communion et en accord avec le multiple. Le premier, l'archevêque, si vous voulez, rien ne peut faire sans l'unanimité des autres évêques. Et les autres évêques ne peuvent rien faire sans lui. Donc voilà, ce n'est pas un équilibre diplomatique,
mais c'est plutôt l'expression de la plénitude de l'unité. Voilà. Mais pour cette plénitude, il faut lutter. Ce n'est pas quelque chose de bien donné. Il doit travailler toujours pour cette réciprocité, cette unanimité qui est toujours en jeu. Alors, de nos jours, il est vrai que parfois, il y a un danger, je dirais, moderne, c'est la conception bureaucratique de l'Église, ce que j'appelle conception bureaucratique de l'Église. Alors, cette conception voit qu'il ne s'agit pas d'une communauté, mais plutôt d'une affaire à régler. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un synode? Voilà, un synode, c'est quelque chose qu'on peut le préparer de façon, je dirais, un peu abstraite, de former des comités, des gens qui sont spécialistes, et voilà, ils vont travailler, ils vont préparer des textes, etc. Où est la communauté ecclésiale? Où est la communauté des églises locales? Il faut repenser donc la manière que nous pratiquons la synodalité. Parce que si la synodalité n'existe pas au niveau de la paroisse, au niveau du diocèse, elle ne peut pas exister au niveau d'une église locale et au niveau des églises locales entre elles. Donc, pour ne pas voir une autorité, une imposition, il faut participer à ces processus. Voilà, il y a un manque, il y a un vide, et il faut travailler dans ces processus de renforcer notre participation, même que nous vivons dans une société où la participation qu'on a bien connue dans l'histoire n'est pas si facile. Mais il faut quand même repenser la synodalité et créer des nouvelles formes, renouveler les formes. Il n'y a pas une certaine forme qui existe. Nous pouvons trouver des nouvelles formes. Ça, il faut le faire et nous sommes obligés de le faire parce que notre vie dans notre société moderne et avec l'usage de la technologie, etc. Donc, d'ailleurs, ce que nous faisons ce soir montre que, voilà, on peut accepter de nouvelles formes de communion, de participation, de préoccupation dans notre problématique ecclésiologique. Et vous savez bien que, et à Paris, vous savez très bien qu'il était autrefois le centre d'un renouveau de l'ecclésiologie orthodoxe, ce qu'on appelle ecclésiologie eucharistique, a été reformulé à Paris par l'école parisienne de théologie. Je parle notamment au père Afanassiev, mais surtout avec la collaboration et l'aide et les propos d'autres théologiens. Et père Alexis a bien noté l'apport remarquable de la théologie orthodoxe moderne du monseigneur Sanzizoulas, qui a donné toute sa vie pour montrer l'aspect eucharistique et communautaire de l'Église et de la synodalité aussi. Donc, je crois qu'il faut renforcer ces racines communautaires et eucharistiques de notre ecclésiologie parce que seul le témoignage d'une communauté ecclésiale vivante peut sortir l'homme moderne de l'isolement et transformer la solitude
de la vie contemporaine en une communauté de personnes. Voilà. Ce n'est pas seulement un aspect de la tradition, mais aussi comment on aide l'homme d'aujourd'hui avec ces grands problèmes. Alors, il faut dépasser cette crise de synodalité qui est crise de participation de tous et surtout des laïcs dans des procédures, je dirais, conciliaires, pré-conciliaires ou post-conciliaires. Parce qu'on ne peut pas accepter facilement qu'il y a une absence du peuple de Dieu dans des procédures pré-conciliaires et de demander seulement la réception de décisions. Il faut aider que dans tous les pas, dans tous les moments, dans toutes les procédures, que le peuple de Dieu, le laïc, le clergé, soit présent activement dans cette vie synodale. Je vais vous dire qu'en Grèce, on n'a pas eu une telle expérience. La question du synode, soit dans la phase de préparation, soit pendant ou même après, c'était plutôt une question de certains spécialistes, de profs, et je pense que même pas tous les évêques, tous nos évêques en Grèce connaissaient bien ce qui s'est passé et ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire avec ces décisions. Voilà. Donc, pour ne pas avoir de tels problèmes, il faut renforcer la participation de tous. Et il nous faut un retour à la synodalité de l'Église locale. Et comme je déjà mentionné, il faut créer des formes contemporaines de synodalité. Moi, je crois que ces synodes en Crète, ce n'est pas ce que nous avons pu faire, et voilà, c'est tout, on s'arrête, mais c'est déjà une expérience, il faut la continuer, il faut que ces synodes ou doit être suivi par d'autres synodes. Voilà. C'est un peu difficile de le dire maintenant parce qu'il y a une fatigue, parce que, vous savez, nous avons fait à peu près presque 60 ans de travail préparatoire pour arriver. Et si on va penser qu'il y avait cette volonté existait dès le début du siècle, mais il y avait les 2 guerres mondiales, ou après c'était l'ère communiste, d'autres problèmes qui empêchaient plusieurs églises locales, surtout de l'Europe de l'Est, d'y participer, etc. Donc, on a vu que ce n'était pas facile. Mais dans un monde qui change toujours, il faut quand même repenser les formes de la synodalité pour arriver à ce que nous appelons et nous connaissons bien comme synode orthodoxe dans notre expérience, qui, chaque évêque représente son église locale, etc., etc. Parce que, vous savez, il y a un danger. On est fermé, les orthodoxes, dans notre orthodoxie nationale. Chaque nation a une certaine autosuffisance. On n'a pas besoin de se retrouver avec 2 frères orthodoxes. Et il y a certains milieux où on peut voir que quelqu'un confond la relation entre orthodoxes avec les mouvements œcuméniques. Hein? Voilà, c'est un fondamentalisme terrible parmi les orthodoxes. Ici, de plusieurs années
disons, on a passé de décennies d'isolement, chacun à sa côté. Donc, il faut dépasser. Il y a un aspect provincialisme dans cette attitude-là. Donc, je crois que la synodalité doit nous occuper de nouveau aujourd'hui, et parce que la synodalité n'est pas... nous ne sommes pas propriétaires de la synodalité. Vous savez, ici en Grèce, nous avons une petite communauté catholique. Alors, puisque le pape a demandé que toutes les paroisses, tous les diocèses romains catholiques doivent passer sur la synodalité et enrichir une réflexion sur l'aspect et la notion de la synodalité, afin que, au moment où ils vont faire un synode pour la synodalité, alors, et il a dit aussi, il a ajouté, le pape, que les orthodoxes peuvent nous aider parce qu'ils ont une expérience, etc. Alors, il y avait beaucoup de communautés catholiques en Grèce qui m'ont demandé d'aller visiter, de partager des idées, de passer nos expériences, etc. Mais pas les orthodoxes. On est dans un esprit que la synodalité nous appartient parce que nous sommes une église synodale, etc., etc. Probablement, nous avons cette tradition, mais si on fait pas un renouveau de ce que nous avons eu, on va perdre ce que nous avons. Et on va voir que d'autres communautés chrétiennes qui n'avaient pas l'esprit synodal et qui étaient plutôt dans cet aspect pyramidal, ils vont découvrir la synodalité. Et je vais dire un certain mot sur l'absence de 4 églises qui n'ont pas voulu participer à ce grand événement de la synodalité de l'orthodoxie moderne. Pourquoi ils n'ont pas voulu? Alors, c'est bien clair. Ils n'ont pas voulu Moscou. Pourquoi? Pour ne pas donner la possibilité que le patriarche œcuménique exerce sa primauté d'honneur parmi les églises orthodoxes locales. Ils n'ont pas voulu. C'est une lutte du pouvoir, ça, qui existe et qui existait avant et qui a pris une force terrible maintenant. Et nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé après la Crète. Et ce n'était pas seulement le problème avec l'Église et l'autocéphalie de l'Église en Ukraine, mais aussi l'invasion terrible d'un pays orthodoxe à un autre pays orthodoxe. Il y a la guerre maintenant. Et il y a cette position de l'Église orthodoxe officielle à Moscou et de cette dernière déclaration du patriarche de Moscou qui a dit « Allez, faites la guerre et vous serez pardonnés si vous serez morts. » Quelle est la différence entre l'approche musulmane du guerre juste? Alors, c'est terrible. Donc, nous avons des problèmes. Et je crois que il y avait une agenda de tout cela. Et c'est pour cela que l'Église russe n'a pas voulu
signait les textes. Et elle ne signait pas, même avant, ces points qui parlaient de la guerre juste, parce qu'ils voulaient justifier la guerre. Ils avaient la guerre dans leur tête. Moi, je crois que Monseigneur le métropolite de Chalcédoine, il a raison, il faut attendre, il faut avoir la patience, il ne faut pas repousser, et je crois qu'un jour, on va voir un renouveau même dans l'Église russe. Et comme cette Église a fait naître ce mouvement théologique, cette école théologique en France, et nous avons vu que à cause de cette école théologique, il y avait un grand renouveau de la théologie orthodoxe au XXe siècle. Je pense qu'il faut tous travailler pour qu'un jour, on va se retrouver dans la même table du Seigneur, dans la même côté de l'histoire. Voilà, je essayais de vous parler un tout petit peu de ce qu'on doit faire devant les textes, les décisions de ces synodes en Crète, et parce que pour moi, la synodalité doit être perpétuelle, continuelle, et ce n'est pas seulement un synode. Ces synodes nous a ouvert le monde orthodoxe dans la modernité, mais nous avons de nouveaux problèmes à affronter. Donc, on a besoin d'un synode qui va faire et qui va continuer ce que Crète a pu seulement poser. Donc, voilà mes propos dans cette soirée de problématiques sur les décisions du Grand et Saint Synode de Crète. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Stavros Gegizoglou, pour votre intervention. J'ai beaucoup aimé cette perspective que vous donnez au concile et à sa réception, et surtout, disons, cette expression que nous ne sommes pas des propriétaires de synodalité d'un côté, et d'un autre côté, que l'esprit synodal doit être renouvelé au sein de nos églises locales. Surtout, nous pouvons voir que après votre exposé, après l'intervention de Monseigneur Emmanuel, tous les problèmes que Synode orthodoxe a confronté lors de la préparation et de déroulement montrent que cet esprit d'opposition à l'esprit de synodalité montre une sorte d'anomalie dans cette perspective et perception de l'ecclésiologie orthodoxe de certaines églises locales. Et c'est important justement de travailler et de progresser dans le renouveau pour que cette résistance disparaisse, parce que c'est pas que la résistance philosophique, théologique, résistance de pensée, mais nous voyons que cet esprit maladif s'incarne. Et l'exemple que vous avez donné avec l'agression, la participation à l'agression de l'Église russe montre très bien que lorsque bon esprit ecclésiologique se casse, lorsqu'il y a anomalie qui s'installe, il y a aussi des actions qui produisent, et ce sont des actions qui vont contredire à l'esprit de l'Évangile, à l'esprit de la tradition de notre Église orthodoxe. Donc, je vous remercie pour cette participation, et maintenant nous avons quelques minutes pour poser des questions. Si les personnes qui nous suivent ont des questions à poser, moi je vous propose plutôt de les écrire dans le chat. Le chat est ouvert, et
pour ne pas perdre le temps, je voudrais aussi donner la parole à deux personnes grâce auxquelles nous avons pu organiser ce cycle de conférences. D'un côté, professeur Kostas Zorbas, le directeur de l'Académie orthodoxe de Crète, grâce à qui on a pu avoir des contacts et des approches avec une pléiade de théologiens et aussi des pères qui ont participé au Concile de Crète. Et d'un autre côté, je voudrais aussi que Père Alexis Struve, le vicaire du vicariat de Saint-Marie et de Saint-Alexis d'Ugine, intervienne avec son témoignage, parce que c'est aussi grâce au vicariat et à l'équipe de vicariat que nous pouvons continuer et réaliser tous ces projets. Donc, Kostas, s'il vous plaît, à vous. Oui, merci beaucoup, Père Alexis. C'était vraiment un grand joie aujourd'hui d'avoir parmi nous le Monseigneur de Chalcédoine Emmanuel et aussi le professeur Stavros Giagazoglou. Vraiment, il nous a donné pas mal de points sur la préparation, mais après le concile, sur la question de la synodalité et la question de l'unité. Moi, malheureusement, je m'inquiète beaucoup parce que finalement, après le concile, nous sommes devenus plus nationalistes qu'avant. Je ne sais pas comment il faut analyser ça, mais on voit partout cette anomalie, comme vous l'avez dit, sur l'organisation et sur la coopération entre les églises. Il y a une question qui passe partout après le concile. Je me demandais, le professeur Giagazoglou, finalement, quelle définition on donne pour cette concile de Crète? C'était un concile? C'était une réunion des églises? C'était une réunion panorthodoxe? Est-ce que dans l'histoire des conciles, nous avons des exemples pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était? Parce que on dit parmi les 14 églises autocéphales, il n'y avait pas les 4. Mais dans le passé, il y avait une présence 100% de toutes les églises. Comment nous pouvons répondre à cette question? La deuxième question, toujours au professeur Giagazoglou, c'est la question de la réception, mais aussi la question des textes. C'était une grande joie pour moi de travailler avec le professeur, surtout sur la préparation des cours de théologie pour les écoles primaires et secondaires. Est-ce que vous pensez que les textes, monsieur le professeur, dans les écoles puissent donner quelques idées nouvelles, si vous voulez, pour l'avenir, pas seulement des religions, mais pour l'avenir de l'éducation, si vous voulez, en général? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans les textes que nous avons dans notre main? Évidemment, la fois prochaine, à partir de la fois prochaine, on va passer dans les textes elles-mêmes, mais c'est juste une présentation générale sur les questions, pour passer, si vous voulez, pour donner une réponse dans cette question qui vient souvent dans nos têtes. Je ne sais pas si on a besoin d'ajouter les propos d'autres intervenants ou si je peux donner une réponse à Kostas maintenant. Non, vous pouvez bien répondre. OK. Alors, c'est vrai que il y a un renforcement de l'esprit de l'ethnophilétisme, je ne dirais pas seulement nationalisme, dans l'orthodoxie moderne. Et je pense que ça a à faire avec nos mentalités qui n'étaient pas
si est profondément touché par les besoins de l'unité panorthodoxe parce qu'on a été habitué à vivre en tant que nation, en tant que tradition nationale cloche l'une par rapport à l'autre. Et ça ne peut pas changer tout d'un coup. Hein. Alors, tout d'abord, c'est ça. Mais de l'autre côté, comme vous le savez bien, il y a un courant dans le monde aujourd'hui, dans la politique, à l'Europe ou en Amérique, où les conservatismes et les révisionnismes gagnent. Donc, je crois qu'on est confronté à des problèmes très complexes qui sont liés avec la lutte des cultures. Il y a un redressement d'une identité érasianique contre l'Occident. Il y a un anti-occidentalisme terrible. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse théorie de l'idéologie du monde russe? Parce que si on ne va pas toucher ces problèmes, on peut discuter sur le gène ou sur le problème de mariage, etc. Mais ce ne sont pas deux questions cruciales. Donc, il faut affronter le nationalisme, le fondamentalisme des orthodoxes par rapport à nos frères orthodoxes. Alors, on n'arrive pas à parler pour nos frères chrétiens, mais les orthodoxes par rapport aux orthodoxes. Alors, je crois que le synode en Crète était quelque chose de remarquable et comme ça se fait dans l'histoire, on va comprendre l'importance de ces synodes après quelques ans. Parce que, à mon avis, Crète représente un aboutissement du renouveau de la théologie orthodoxe au XXe siècle. Et surtout, je parle pour les deux textes, nos relations avec les non-orthodoxes et la mission de l'Église orthodoxe face à notre monde moderne. Alors, je crois que là-dedans, il y a un travail énorme qui a été fait dans de réunions préconciliaires panorthodoxes et il y a l'apport de théologiens et de nos églises. Et ça, il faut repenser, il faut faire ce travail de réception et de discussion. Et c'est justement très important ce que vous avez mentionné, comment on doit et on peut faire avec ces textes. Comme vous le savez bien, quand j'étais responsable du cours de religion dans les écoles primaires et secondaires en Grèce, nous avons, avec une grande équipe de théologiens, travaillé, nous avons préparé des programmes, des curricula et de nouveaux livres et éléments de travail dans les classes. Et on a inséré dans ces livres beaucoup de textes du synode en Crète, même des photos, même des propos, des rapports et de textes. Et on a fait ça aussi, pour la première fois, on a parlé de grands personnages théologiques et ecclésiales du XXe siècle. Alors, comme vous savez bien, ces renouveaux a des problèmes maintenant parce que nous voyons une tension de
ne pas être ouvert et de discuter et dans une orthodoxie dans le monde, mais plutôt il faut faire une petite catéchèse dans nos écoles et rien du tout. Mais je crois que c'est quelque chose qui va se passer. Il faut veiller et il faut travailler et je crois qu'on a besoin de cette ouverture et on va le faire. Et Crète est cette ouverture pour moi. Et c'est pour cela que je dis, il faut répéter Crète, mais il faut renouveler l'agenda. Et pour faire ça, il ne faut pas seulement avoir des spécialistes, des experts, mais il faut qu'on le fasse ecclésiologiquement. C'est-à-dire, il faut travailler dans nos paroisses, dans nos diocèses, et il faut être plus représentatif dans nos actions synodales. Et je crois que nous avons des problèmes, mais nous avons affronté ces problèmes. Et je crois que aujourd'hui, avec notre théologie, la théologie du XXe siècle, nous sommes en position de créer. Parce que, pensez-vous, quel était l'état de l'orthodoxie des siècles avant? Alors, je suis et je dois être optimiste. Merci beaucoup. Il me semble qu'il y a une question assez intéressante. Monsieur le professeur, la question c'est la suivante. Comment éviter que la synodalité des églises ne devienne une fédération d'églises sur le modèle protestant? Ouais. Il me semble très intéressant. Oui, vous avez raison pleinement. C'est ça le danger de l'orthodoxie moderne, de vivre comme une fédération, une union, une fédération de deux églises qui sont pleines, autosuffisantes et pour des raisons de courtoisie ou de diplomatie, ils font des essences, voilà, c'est tout. Non, il faut créer des espaces de communion, il faut faire des essences, il faut travailler dans tous les niveaux, dans la paroisse, dans le diocèse, dans l'éducation. On accepte à Athènes et à Thessalonique, dans nos facultés de théologie, beaucoup d'étudiants qui viennent de tous les pays orthodoxes. Alors, il faut travailler avec ces éléments, parce que ce n'est pas question d'apprendre le grec et voilà, c'est fini. Ou il n'est pas question d'apprendre le français et c'est fini. Donc, il faut partout créer des espaces interorthodoxes. Vraiment, vraiment. Vous faites ça avec succès dans votre académie orthodoxe en Crète. On essaye de le faire. On a essayé de le faire dans notre éducation scolaire. On le fait dans nos facultés, mais il faut quand même continuer. Et les églises aussi. Hein. Vous savez bien qu'en Grèce, l'église orthodoxe en Grèce donne beaucoup de bourses à des étrangers qui viennent étudier la théologie ici. Et ils sont boursiers par l'Église. Donc, on fait des choses, mais on doit quand même faire des efforts pour que tout cela n'est pas dispersé et perdu. C'est pour cela que je crois que le patriarcat œcuménique a un rôle de coordonner les églises locales. Donc, le défi est contre la fédération de type protestant, un centre de coordination de l'unité. Et dans l'orthodoxie moderne, je crois que le patriarcat œcuménique sait bien et joue bien ses rôles. Et il va le faire.
Merci beaucoup, professeur, pour vos réponses. Donc, bien évidemment, si on organise ce cycle de conférences, c'est non pas parce que voilà, il faut organiser des conférences et on le fait parce qu'on s'intéresse de tout ce qui s'est passé au moment du concile. On s'intéresse au texte et au contenu du texte. On aimerait bien que ces textes, petit à petit, entrent aussi dans nos communautés et soit lus aussi par nos paroissiens, par les gens qui s'intéressent de théologie. On est 40 aujourd'hui à peu près, des personnes qui ont été connectées. Il y aura des autres qui vont regarder les vidéos qui seront mises à disposition. Et donc, je pense que chacun et chacune qui se connecte pourra prendre quelque chose pour soi et pourra avoir une nouvelle expérience de perception du concile. Donc, c'est grâce à vous et justement aussi dans cette perspective de l'ouverture, je pense que c'est important de faire connaissance avec les uns avec les autres, comme vous dites. Et déjà, bon, grâce au concile, on a pu se réunir aujourd'hui et et à découvrir des nouveaux théologiens. Il s'agit de vous aussi, professeur Stavros, professeur Zorbas. Et c'est comme ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut vivre aussi cet esprit de conciliarité. Dans très bon esprit que vous avez dit que concile, c'est notre affaire commune. Père Alexis, je suis très heureux de te donner aussi la parole pour entendre tes impressions et tes partages et entendre ta parole. Merci beaucoup. En fait, le concile de Crète a été probablement un grand moment, mais vous savez, j'ai eu la chance de pouvoir participer, c'était en 1986, à la 3e conférence préconciliaire. J'étais à l'époque, je venais tout juste d'être élu à Syndesmos. Et ça a été pour moi une expérience impressionnante, parce que malgré toutes les difficultés qui existaient déjà à l'époque, malgré toutes les contradictions, les limitations politiques, j'ai pu assister à une rencontre d'hommes et je sentais qu'ils étaient heureux d'abord de se retrouver et qu'ils étaient heureux de prendre part à cette aventure. Et je ne rencontrais pas un club de personnes, je ne rencontrais pas un club fermé, je rencontrais des hommes, et il y avait peu de femmes pour être objectif, qui étaient là. On avait vraiment le sentiment pour le bien de l'Église. Et j'étais un petit peu plus jeune, vraiment le sentiment d'une dynamique de synodalité. Et une fois de plus, ceci malgré toutes les limitations et les contraintes politiques des uns et des autres. Et je me demande à un moment si quelque part ce processus de préparation n'a pas été presque plus important que le concile lui-même. Et je dirais que notre souhait, ou mon souhait dans tous les cas, c'est que le processus de réception puisse retrouver cette dynamique, soit l'occasion d'une nouvelle dynamique, d'une dynamique renouvelée. Et c'est réellement à cela que nous voudrions contribuer, que ce processus de réception soit une synodalité retrouvée et qu'il puisse contribuer à sa façon à réparer les cassures que connaît le monde orthodoxe aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux que nous puissions contribuer à ça, nous, très humblement au niveau du vicariat, avec l'Académie de Crète et surtout avec tous les intervenants que nous allons pouvoir écouter les uns après les autres. Et je remercie vraiment très sincèrement Monseigneur Emmanuel et dire le plaisir que l'on a de vous revoir. Et puis, du fond du cœur, je remercie le professeur Iagazoglu pour votre parler vrai, parce qu'on a besoin de parler vrai. On n'a pas besoin de langue de bois. La langue de bois, aujourd'hui, elle nous décrédibilise. Et nous croyons fermement dans nos communautés eucharistiques, dans le rassemblement de nos paroisses. Nous croyons fermement que ce renouveau que vous avez évoqué, eh bien, il est possible. Et finalement, et je terminerai là-dessus, la crise que nous traversons aujourd'hui, qui est terrible,
que ce soit la guerre, que ce soit cette rupture de communion que nous vivons dans tous les cas en France, dans notre chair, dans nos familles, eh bien, qu'elle nous ramène à l'essentiel et qu'elle nous permette justement de retrouver cet essentiel et nous mène à cette conciliarité, cette synodalité retrouvée. Et c'est très important pour nous qu'interviennent des professeurs, des théologiens du monde entier, parce que ça nous montre cette universalité et la possibilité, malgré nos différentes cultures, malgré nos différentes histoires, de pouvoir vivre et de penser et de repenser l'Église en permanence ensemble. Voilà, un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. On peut terminer notre réunion aujourd'hui, encore fois, pour la présence de Monseigneur Emmanuel, de Calcédoine, de professeur Stavros Yagazoglu, et merci beaucoup aussi pour vous tous, chers frères et sœurs, d'avoir participé, de trouver le temps et surtout pour votre intérêt à notre tradition théologique orthodoxe. Peuple, sachez-le et soumettez-vous, car Dieu est avec nous.